Salut à tous et bienvenue pour le talk show. Je vais vous dire la vérité, je ne sais pas vraiment si je suis heureux après ce match de l'OM, ce match nul de l'OM à Bordeaux. Une chose est sûre, je suis très heureux d'être sur ce plateau pour présenter cette émission et débriefer cette rencontre avec vous et avec mes invités. Tout de suite, le sommaire en images. C'est parti avec donc ce but de Morgan Sanson et la prestation du milieu de terrain. Bah tiens, à la loupe, on va aussi revenir sur Rolando. C'est peut-être un tournant dans sa saison et dans celle d'Aymen Abdenour. L'Olympique Lyonnais et l'OM ont le même nombre de points sur les 2 derniers mois de Ligue 1. On va passer ça à la loupe. Et puis l'Europa League arrive toujours vite. Ça y est, le calendrier infernal, la cadence avec cette rencontre contre Konyaspor. Ça sera jeudi. Pour en parler, je suis avec Samir Daoud. Bonsoir Samir. Romain. Alors, on le rappelle, tu es supporter aux Fanatics. Oui, voilà, je ne les représente pas. Voilà. Mais tu regardes les matchs dans cette tribune légèrement vêtue. On va dire comme quand ça. Il fait beau, voilà, tout à fait. J'aime bien me dévêtir. C'est ce que vous aimez, c'est votre particularité. C'est ça, une passion. Je dis ça en rigolant, mais votre particularité première, c'est quand même de bien chanter et d'entendre. Maintenant, on entend principalement vous dans le stade. C'est pour ça que j'y suis retourné d'ailleurs. Bravo à vous. À tes côtés, Maxence Volpe. Salut Max. Salut à tous. Qui a aussi, c'était de son côté qu'il y avait du bruit. Hier, on était au Gold Eagles pour regarder le match ensemble et je peux te dire que c'était du côté de Max qui avait l'ambiance au moment du but de Sanson. Ça s'est vu d'ailleurs sur des vidéos. Il faut avoir l'œil vif, pour le reconnaître. En face de vous, messieurs, Grégory Rota. Bonsoir. Alors, on est très heureux au Phocéen parce que le Phocéen, c'est une belle histoire. C'est un site internet qui a grandi d'année en année. Une belle histoire de ce nouveau média qu'est Internet. Et on est très heureux d'accueillir Grégory, qui est aussi une très belle histoire de ce nouveau média qu'est Internet. Puisque toi, c'est carrément l'étape suivante, c'est l'application. Tu es un des créateurs de Mon Petit Gazon. Alors, on en parle beaucoup. Mon Petit Gazon, ça a été créé en 2011. C'est à 600 000 adhérents. C'est ça, depuis peu. Et on continue à grandir. Nous, on est un jeu de foot en ligne. L'objectif, c'est de créer votre propre équipe avec un peu tous les joueurs de Ligue 1 et de vous donner go à tous les matchs. Je crois que certains de vous regardent des Angers-Metz. C'est ça. On devient très vite accro, c'est jouissif. Il faut faire ça avec ses amis. On prend beaucoup de plaisir et on est très heureux de t'accueillir. On sait que tu es un des créateurs donc, de ce site et que tu es supporter de l'OM depuis. Exactement. Tu viens pas loin de Besançon. Exactement. Et pour moi, j'habite à Paris et j'avoue que être supporter marseillais à Paris, c'est pas tous les jours facile. Voilà, et voilà, on est très heureux aussi de t'avoir pour ça sur le plateau parce que tu représentes cette communauté très nombreuse de supporters exilés. Voilà, et surtout à Paris, on sait que c'est très compliqué avec les vannes de bureau le lundi matin. Exactement. Toi, en plus, tu as la double peine puisqu'il y a aussi les résultats de ton équipe virtuelle. Donc ça aussi. C'est autre chose. Et puis, Jacques Bail, coordinateur sportif, passé par Montpellier, par Rennes récemment, un adjoint de Roland Courbis. Tout à fait. Voilà, qui va parler avec nous de cette prestation olympienne que tu as regardée, que tu as appréciée. Avec plaisir, de mon petit poulain Morgan Sanson qui m'a fait énormément plaisir. Alors on en parlera, on a une partie consacrée là-dessus. C'est vrai qu'on en avait parlé sur le plateau de Morgan. Tu nous avais dit de garder confiance en lui, bien vu. Mais on va commencer sur cette rencontre à proprement parler de Bordeaux. Est-ce que Jacques, en tant que Marseillais, quand tu as regardé ce match, tu t'es dit... c'est jouissif ou c'est rageant quelque part? Ouais, on peut partager. C'est vrai que rageant, je pense que pour Bordeaux, c'est rageant. Si tu gagnes, il reste 20 secondes, tu te fais égaliser. Pour nous, je pense que c'est jouissif. Et cette égalisation, elle va t'amener quand même beaucoup d'entrain, une semaine beaucoup plus agréable quand tu fais un match nul comme ça à la fin. C'est presque une victoire. Tu as une semaine tout à fait différente que si tu avais perdu. Tout est différent. Franchement, moi je pense que c'est jouissif. Franchement. Alors c'est jouissif aussi pour les supporters. Hein, on le rappelle forcément puisque Bordeaux, ils avaient commencé à cramer des fumigènes dans le stade pour célébrer l'anniversaire d'un de leurs groupes. 30 ans Voilà, d'un de leurs groupes de supporters. Et du coup, la fête est un peu tombée à l'eau. Pour le plus grand bonheur, cette bonne guerre. Des joueurs de l'OM, des supporters marseillais. Tiens, il y a Hostie qui nous a fait un petit dessin, vous pouvez le voir là-dessus en caricaturant un peu nos amis bordelais. Samir, comment tu l'as vécu? C'est combien de... Après, je demanderai le nombre de meubles cassés à Max, mais bon là, non, il est à côté de moi, ça compte pas. Mais voilà, comment tu as vécu au niveau des décibels? Comment ça s'est passé? Jouissif sur le moment, sur le but. Maintenant, 24 heures après, je te cache pas qu'il y a une petite déception quand même. Parce que tu dis c'était le moment... C'était le moment ou jamais, je les ai trouvés très faibles.
On leur a offert ce but dans les 3 premières minutes. Et après, ils n'ont pas proposé grand-chose. Donc voilà, c'est dommage. Mais sur le moment, oui, très content. Et ça s'est entendu visiblement. Max, ça fait des années, j'ai l'impression qu'à chaque fois, l'OM, au moment de jouer à Bordeaux, alors certes Bordeaux est très motivé, mais l'OM est aussi un peu méconnaissable. C'était le cas l'an dernier. Est-ce que là, on a vu quand même une prestation en termes de jeu, il y avait beaucoup de déchets techniques, c'était pas du tout ce au quoi on était habitué. Tu sais que j'ai pas ta mémoire, mais moi je me souviens quand même d'avoir vu des matchs de l'OM à Bordeaux où réellement à la fin de la rencontre on pouvait regretter de ne pas avoir gagné. Hier, la première pensée que j'ai eue quand on a égalisé, je me suis dit, assez bêtement d'ailleurs, je me suis dit par l'absurde, imagine c'est le scénario inverse. Depuis 40 ans, tu gagnes pas à Bordeaux, tu gagnes 1-0, tu prends un but à la 94e minute, on aurait été mais au fond du trou, quoi. Donc tu peux pas dire que c'est rageant. Et même moi, bon, là j'ai pris un petit peu le temps de regarder le match parce que dans l'ambiance du Gold Eagles, on n'a pas bien tout vu. Le match nul, bon, on peut dire que on va le chercher, mais il y a quand même des occasions pour Bordeaux. Il y a ce penalty dont on reparlera sans doute plus tard. Parlons-en de suite. Il y a beaucoup de polémiques sur l'arbitrage. Greg, est-ce que pour toi c'est justifié toutes ces sachant le contexte aussi bordelais, sachant qu'on s'est fait voler là-bas comme jamais l'année avec Marcel Bielsa. Après c'est comme d'habitude, il y a des erreurs, c'est humain, ça arrive un peu partout, dans tous les trucs. Mais moi ce que je trouve, c'est quand même, moi je trouve que c'est rageant pour le coup, parce que on a offert le match alors qu'on avait toutes les clés pour le gagner. Ça faisait 40 ans, ça aurait été beau de finir cette boucle là et de repartir sur un autre truc. Alors c'est vrai qu'avec Gustavo qui a vraiment manqué sur ce match, on est un peu déçu, mais et après plus soulagé que. Au final, ça aurait été vraiment très énervant de perdre alors qu'on a vraiment. Au début, je crois qu'il y avait 75% de possession de balle, c'était vraiment beaucoup, quoi. Ouais, ça finit à 65, d'ailleurs, 65-35 au niveau de la possession. Ça aurait pu entraîner une spirale négative, une défaite comme ça à Bordeaux, alors que là, comme tu le disais, et c'est ce qu'on voulait titrer hier, c'est pas comme une victoire, mais enfin tu restes dans cet élan et dans cette dynamique. En termes de dynamique, alors l'arbitrage, du coup la dynamique positive elle sera pas pour Bordeaux, même si le résultat est un partage des points, et eux ils pestaient beaucoup après le match sur l'arbitrage. Je propose d'écouter Younous Sankaré, voilà, on aime toujours le retrouver, l'ami Younous, quand le résultat est favorable à l'OM, on l'écoute sur l'arbitrage. Sur la dernière action il n'y a pas faute. Il y a des situations pour nous, il y a un penalty, deux penaltys pour nous. Il y a des fautes qui sont sifflées pour Marseille. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je pense qu'aujourd'hui, nous, on a fait tout ce qu'il fallait. C'est vrai qu'on n'a pas mis le deuxième but, mais au moins, on devait gagner 1-0. Je pense qu'on n'a pas de regret aujourd'hui, si ce n'est qu'on a subi un mauvais arbitrage. Ouais, voilà, subi un mauvais arbitrage. Voilà. J'ai vraiment envie de lui montrer, c'est dommage qu'on n'ait pas les droits, mais on avait vraiment envie de lui montrer les images des précédents Bordeaux-Marseille. Bon, ça remontait sur l'attentat de Benarbia sur Luxin en 99, qui avait été non, mais qui avait eu quand même son importance. On s'en moque un peu parce que c'est Bordeaux et que ça ne nous concerne pas, mais on a dit. Oui, il y a le match, il faut reconnaître. Non, mais on a dit aussi que un certain Ginola, et même si l'importance de la rencontre était bien plus importante, avait commis un crime. Là, je trouve que Malcolm, c'est juste catastrophique ce qu'il fait de vouloir centrer à la 92e minute 45 secondes alors qu'il peut tranquillement aller au poteau de corner et que le match il est terminé. Tout à fait. Voilà quoi, il s'est fait piquer le ballon par Orlando et puis derrière tu as encore une occasion et tu marques et c'est. Mais même avant ça, s'en prendre quand même quoi, c'est ce que je veux te dire quoi. Même avant ça, lui il a l'occasion. Aussi. Il a l'occasion. Donc c'est peut-être pour ça que nous, après le match nul contre le PSG, on s'en est plus pris peut-être à Bounassar qui a manqué l'occasion 3 par exemple sur Bounassar que sur la faute qu'il commet, et on a su peut-être un peu se remettre en question, ce que devrait faire un peu Bordeaux. Et puis bon, Malcolm, je pense qu'il voudrait signer au PSG, qui s'y prendrait pas autrement là, en ce moment avec son. Moi je pense que déjà Jocelyn Gourvenec il a mis une mauvaise atmosphère, une mauvaise ambiance. On s'abrite pas derrière des fautes d'arbitrage. Tu as fait un mauvais match, un match moyen, il faut l'assumer. Bon, on n'a pas été bon. Ne t'abrite pas derrière l'arbitrage tout le temps. Une fois c'est avec Guingamp, une fois ça devient fatigant. Très honnêtement, ça devient fatigant. Il y a Jeff El Gabachito qui nous laisse un message sur Twitter. L'occasion pour moi de vous rappeler
que vous pouvez interagir avec nous pendant l'émission et puis bien sûr lors de la dernière partie, les questions-réponses sur Twitter, sur Facebook et sur le forum du Phocéen. Jeff, donc sur Twitter, nous dit il y a aussi un petit quelque chose, une poussette sur Mitroglou en fin de match dans la surface. Alors il fallait avoir la caméra 8, il fallait avoir l'option sur kiosque, vous vous souvenez, pour voir vraiment cette faute-là. Ça nous permet de mettre, merci Jeff, ça nous permet de mettre un mot sur Mitroglou. J'ai trouvé assez, timoré. Voilà, timoré et surtout, alors bien sûr il y a cette occasion ratée sur la fin, mais j'ai trouvé aussi que sur certains centres, on va pas dire qu'il se planquait, c'est difficile avec son physique de se planquer, mais qu'il n'était pas vraiment au bon endroit. Il se met au poteau de se mettre au premier. Ouais, même c'est pas faux. C'est ce qu'on attend quand même plus. Et pourtant, il avait fait quand même un bon petit début de match. Ouais, pour le coup, sur les 25 premières minutes, il était dos au but. Je me disais, tiens, ça commence à devenir un tout petit peu intéressant. Mais il s'est éteint. Moi, je vous trouve indulgent avec ce garçon. Je trouve qu'on lui donne beaucoup de chance. 5 minutes, j'ai dit. Ça fait quand même beaucoup. Et même, je vais te dire maintenant, aujourd'hui, ça fait beaucoup trop. Il arrive un moment où, quand moi je suis NJ, et j'ai un Toulalan qui est défenseur central, je pense que c'est là qu'il fallait faire rentrer NJ avec sa vitesse dans la profondeur. Il pouvait t'apporter énormément. Un point d'appui comme Mitroglou, c'est compliqué. Je vois des coordinations de gestes qui me dérangent énormément. J'ai l'impression, je vais peut-être pas exagérer, mais je sais pas si c'est pas moyen joueur. Je me dis, c'est... Alors il y a Nicolas Parent qui nous pose une question sur Facebook, qui nous dit, encore pointé du doigt, mais est-il toujours bien servi? Je vais te répondre quand même, Nicolas. Il y a eu des centres, notamment de Morgan Sanson, qui étaient parfaitement bien dosés. Et justement, c'est parce qu'on se pose cette question, parce que justement, il ne se trouvait pas sur la trajectoire, ce qui nous amène à dire que, quelque part, bien servi, il l'était. Le repas, il était là. C'est de savoir si, lui, il y avait l'appétit. On se quitte, messieurs. Vous allez me donner votre avis sur la compo et les changements de Rudy Garcia. Il y a eu quand même beaucoup de choses dans ce match. Donc, la sortie à la mi-temps de Payet. Lopez, c'est pas du poste pour poste, parce que c'est Morgan Sanson qui monte en numéro 10, puis la rentrée de Germain donc pour passer à 2 attaquants dans un 4-4-2 quand même très offensif, puisque c'était Sanson et Lopez qui s'occupaient de la récupération. Bounassar qui rentre pour les 10 dernières minutes alors qu'il y avait la trêve, Sakai. Là pour le coup on peut dire réussite totale pour Rudy Garcia, Max. Ah oui, complètement, mais juste pour finir sur Mitroglou, c'est le parallèle que je veux faire avec Payet. À un moment donné, de toute façon, tout joueur, si d'un en manque de confiance et de deux en manque de rythme et de physique, parce qu'on voit bien que le gars il vient de faire un match avec la Grèce, il est sorti sur blessure, il rejoue Payet, il revient de blessure, il joue et on voit qu'il est pas bon, tout Payet qu'il est, et on sait qu'il a une bombe bien supérieure à Mitroglou. Donc il a raté beaucoup de passes faciles, il y a beaucoup de choses qui étaient pour autant aujourd'hui on a même à son niveau, Payet il devrait pas rater ce genre de choses, quoi. Mais pour autant tu as envie, je pense, de garder confiance en Payet, alors que Mitroglou, comme on le connaît moins, on l'enterre beaucoup plus vite. Donc attendons de les voir au top physiquement, et on verra après. Ils ont quand même pas la même carrière. On peut pas comparer Payet et Mitroglou. Payet, tu lui donnes un peu plus de chance. C'est un joueur de l'équipe de France, il a quand même des arriérés. Mitroglou, on sait pas trop. Tu as totalement raison. On ne peut pas comparer Payet et Mitroglou. Par contre, ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire de suite, c'est comparer Payet et Morgan Sanson. Comparer Payet et Morgan Sanson, c'est ce qu'on va faire. Alors attention, c'est pas de manière de comparer les carrières, de manière globale, d'avoir un avis définitif. On pense bien sûr à l'Olympique de Marseille, à la forme actuelle de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il vaut mieux mettre Payet ou Sanson? C'est la problématique que je vais vous poser, messieurs. Elle est très simple, parce que Morgan Sanson était le meilleur joueur hier sur la pelouse à l'Olympique de Marseille. Donc la logique voudrait qu'il reste dans l'équipe. Problème, il remplaçait Luis Gustavo suspendu. On va quand même pas dire à Luis Gustavo, tu es gentil mais tu as perdu ta place, c'est le jeu, tu n'avais qu'à pas être suspendu, reste chez toi. Non, non, parce que c'est le meilleur joueur de l'effectif tout court. Donc comment faire? Parce qu'on doit quand même jouer à 11, et l'élément le plus susceptible de sortir, tiens, ça peut être Payet qui a été le premier à sortir. Tiens Greg, on a fait un petit tableau de stats. On sait que vous avez un partenariat, les stats avec Opta, et vous êtes assez précis. C'est avec d'ailleurs les stats que vous parvenez à calculer les notes et à définir une performance sportive par rapport à des stats. Et alors vraiment, en comparant les notes avec ce qui peut se faire dans la presse,
non seulement on voit que c'est très proche, mais on voit que justement ça enlève quelque part l'affect et on est quand même sur des sur des choses qui arrivent ça fonctionne, on voit que les stats fonctionnent. Après il y a toujours des petites choses qu'on n'a pas nous dans les stats, c'est les replacements, est-ce que vraiment ça a été bien fait, etc. Ça se voit pas aujourd'hui dans les stats. Bien sûr, c'est les limites des stats. Mais on voit que au final on arrive à quand même être 95% autour d'une note qui correspond à une performance de joueur, donc ça c'est bon. Après comparer Sanson et Payet, moi je trouve qu'ils sont plutôt complémentaires, donc moi j'aimerais trouver un modèle où ils jouent ensemble, quoi. Alors on va y venir, on va voir si c'est possible. En attendant, regardez, depuis le début de saison, Sanson c'est 7 buts, 2 passes, il a joué 75% du temps de jeu à Olympique de Marseille, alors que Payet c'est 1 but, 5 passes et que seulement 45%. C'est vrai qu'on parle beaucoup, on voit Sanson, on le présente régulièrement comme un remplaçant, et Payet comme le capitaine, le numéro 10, mais on voit qu'au final il y en a un qui a joué 45% du temps et l'autre 75%. Payet est quand même plus décisif au regard de son temps de jeu. Et puis alors regardez, puisque l'OM a disputé 21 matchs depuis le début de saison en compétition officielle, Payet en a loupé 7 pour blessure, c'est quand même un tiers des matchs, et il y en a un tiers où il est sorti en cours de match, ce qui donne aussi une capacité, alors que Sanson, il a manqué seulement 2 matchs. Il y a un match où il est resté sur le banc en totalité et un match qu'il a loupé pour cause de suspension. Alors que Sanson, qu'on présente comme un remplaçant, il joue tout le temps en fait. Oui, il joue tout le temps, pas tout le temps, puisque je me rappelle quelques fois où il boudait, et à juste titre, parce que je pense que Morgan, il a sa place dans cet effectif de l'Olympique de Marseille. Alors effectivement, à ce poste-là, on l'a mis en remplacement de Payet sur le côté, c'est pas son poste. Essayons de lui trouver un poste définitif qui puisse prendre confiance et nous apporter ce qu'il sait apporter. Ce que disait Grégory, qui voulait associer les deux, est-ce qu'on peut mettre Sanson donc devant les deux milieux défensifs, donc dans ce rôle un peu numéro 10, et repasser Payet à gauche? Oui, Romain, moi ce que je voulais qu'on comprenne un petit peu, c'est qu'il faut aussi s'adapter à l'adversaire. On parle de la composition d'une équipe. Oui, on peut, à partir du moment où on sait les forces des adversaires et quelle est la meilleure méthode pour contrer l'adversaire. Est-ce qu'on peut jouer à 2-6? Est-ce qu'on peut jouer... C'est ce qu'il faut penser déjà, c'est connaître l'adversaire, et à ce moment-là, je vais pouvoir faire un système de jeu avec Payet et Sanson. Est-ce que c'est possible là? On va voir Konyaspor, on va avoir des matchs. On parlait de la forme de Dimitri Payet. Est-ce que c'est là aussi quelque chose à se dire? Là, bon, on profite du fait d'avoir Sanson pour le laisser un peu revenir à 100%, où il a besoin de cette confiance-là. Est-ce que le fait déjà, c'est tout bête aussi, on l'a vu en équipe de France avec Loris Kandeboulona, est-ce que le fait qu'il soit capitaine, ça rentre aussi dans la réflexion? Le fait qu'il soit capitaine, ça devrait lui le responsabiliser et l'amener à faire un petit peu plus d'efforts que ce qu'il ne fait aujourd'hui. Le problème, il est là. Parce que en effort, tu dis que voilà, si il est blessé, il a loupé un tiers des rencontres sur blessure, il y a évidemment, quand même... les efforts. Non, je parle même pas de ça. Je parle pas de l'entraînement invisible, etc. Mais sur les matchs où il a joué, il s'est pas montré assez décisif. On l'a enlevé du côté gauche parce que justement, ça lui faisait faire trop d'efforts. Pour le replacer en 10, le fait de le replacer en 10, c'est ça qui a condamné d'une certaine manière Sanson et Lopez, et au final il me donne pas satisfaction. Alors je veux pas être trop dur avec lui parce que justement il cumule pas mal de blessures, mais à un moment donné on va pas pouvoir s'adapter uniquement à lui, même si c'est la tête de gondole du projet, même si c'est notre capitaine, même si c'est le numéro 10, et à un moment donné s'il faut le mettre à gauche et qu'il doit faire les efforts, il faut qu'il le fasse. Tiens, il y a Aubin, Max, qui nous demande qui est le joueur le plus en danger avec le retour en forme de Sanson. Je vais dans ton sens, pour moi c'est Ocampos. C'est Ocampos parce que pour moi j'imagine une équipe type avec Zambo et Gustavo à la récupération, Sanson devant, à gauche Payet et à droite Thauvin. Quelque part, on l'a peut-être, Grégory, la solution là, parce que Payet, on est en train de dire qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes, donc du coup, on peut titulariser Payet, et puis pour les 30 dernières minutes, la mobilette Ocampos, histoire d'avoir un peu d'activité. Après, Ocampos, il est quand même très 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 brouillon, donc c'est vrai que le sortir, c'est quand même, je pense, une bonne idée. Il y a vraiment mieux à faire avec lui. Après, il a quand même un truc, c'est qu'il court beaucoup et qu'il est dans les pieds, quoi. Donc,
quand on a joué contre Paris, il a quand même été vraiment un bourreau de travail et c'est un peu grâce à lui que c'était un peu... Comme tu le disais si bien, de toute façon, ça dépend des matchs. Ça dépend des adversaires, exactement. Des matchs, des adversaires. Et puis il faut arrêter de se focaliser sur les 11. On joue à 13. C'est pas parce que tu commences pas, tu peux commencer avec ce système de jeu, selon l'évolution du score, selon l'évolution, tu peux faire rentrer un joueur plus offensif, plus défensif. Il faut penser qu'on est 13. Moi, je suis de là, tout le genre, ouais, mais l'équipe type, oui, d'accord, c'est celle qui commence, et celle qui finit, c'est rarement la même. Donc voilà, essayons d'avoir 13, 14 à 15 joueurs. Je trouve qu'en ce moment, ça marche très bien. Voilà, Payet ou Sanson ou Payet, oui, Ocampos. Actuellement, c'est vrai qu'Ocampos, il est un peu brouillon, certes, mais il nous a apporté énormément. On avait fait ce débat à la précédente émission, on avait trouvé quand même Ocampos vachement intéressant. Oui. Il nous a apporté dans le couloir. Bon, en ce moment, il faut le faire un petit peu souffler. Tout le groupe est important. Quand tu regardes un joueur comme Zambo, aujourd'hui, il se fait assassiner. C'est vrai que de toute façon, il a manqué son match à Bordeaux. Mais de notre côté, on n'en attendait pas autant de lui. Il a accumulé les rencontres, il est parti en sélection, il a joué. Et peut-être que lui aussi, il faudrait le faire un peu souffler. Et là, il y a aussi la solution de mettre Sanson et Louis Gustavo. Voilà, je voulais vous interroger aussi là-dessus parce que pour les associer tous les deux, il y a aussi la possibilité de mettre en fait Sanson à la place de Zambo et de mettre un Sanson Louis Gustavo. Est-ce que c'est possible? Est-ce que dans l'Impact on est suffisamment pourvu? Est-ce que parce qu'on de caisse quand même pour Sanson, c'est un peu je trouve un peu léger par rapport au physique de Anguissa, hein. Quand Rudy Garcia en parlait quand ils ont joué contre Nantes en disant vous avez vu, ils ont que des molosses, forcément je mets Zambo, c'est pas étonnant, mais physiquement ça me fait un peu plus peur au milieu, sachant que le milieu est pas super, quoi. La caisse il a, mais je trouve qu'il a pas assez d'agressivité. C'est peut-être l'illustration sur le premier but, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on tombe tous sur Zambo, mais il manque un peu d'agressivité quand même. Mais de toute façon, si c'est Gustavo qui a la place de Sanson, à mon sens, hein, le ballon il n'est pas perdu. Donc où il récupère le ballon, pas à venir lui mettre un petit il n'y a pas but et le match il n'est pas le même. Hein, donc après, ça pour moi, on appelle ça des passes interdites. Oui, dans un système de jeu. La passe aussi, elle devrait être interdite parce que tu te retrouves dos au jeu, tu sais pas ce qui tire dans le dos. Une passe latérale en plein cœur du jeu, ça devrait être interdit. C'est une faute de Zambo Anguissa, il l'a faite, ok. Sanson est court sur le ballon. Voilà, bon, après tu prends un but, c'est arrivé. Je pense qu'on a fait quand même un très bon match. Et pour revenir au système de jeu, je pense qu'on peut faire souffler un Zambo Anguissa, faire rentrer Morgan. Si ça va pas bien, entre Zambo, voilà, on n'a pas 11 joueurs tout le temps au même poste avec le nombre de matchs qui arrivent. Le schéma il a évolué pendant le match, c'est sûr, mais on a quand même vu que quand il était devant et qu'il était plus à sa position offensive, il était plus à l'aise quand même. Oui, mais plus son registre, quoi. Sauf que Bordeaux commençait à être fatigué. Parce que si tu te retrouves que tu n'as pas de numéro 6, de sentinelle devant une défense qui est pour moi très faible entre Rami et Rolando, c'est très faible, et si tu n'as pas de numéro 6, là tu t'es retrouvé avec les Girondins de Bordeaux fatigués, ça t'a permis de faire remonter Morgan Sanson. Si tu commences le match avec Morgan Sanson en haut, oui, parce qu'il n'y avait plus personne à la fin en récupération, Bordeaux pouvait placer des contres, on a eu de la chance de tomber sur un. Déjà ça permet de voir effectivement la différence entre à domicile et à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur tu peux très bien jouer avec Gustavo et Zambo, alors qu'à domicile tu pourras peut-être te permettre de mettre Sanson. Mais par contre c'est le problème, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné Sanson, on va un coup l'utiliser peut-être en 6, en faux 8, un jour en 10, et je suis pas certain qu'aujourd'hui Rudy Garcia ait envie de le positionner réellement à un poste. Il va peut-être continuer à l'utiliser un peu. C'est l'avantage d'avoir avec cette série de matchs, en tout cas ça sera pas de trop. On parlait, et Jacques, tu parlais de cet intérêt d'avoir 13-14 joueurs comme ça en permanence. On en a 3 en défense qui tournent un peu, mais qui vont peut-être être amenés à moins tourner. C'est Rolando, Abdenour et Rami. On en parle tout de suite. C'est peut-être un tournant ce match de Bordeaux pour la défense centrale. Je m'explique. Abdenour avait disputé les 2 dernières rencontres en intégralité aux côtés d'Adil Rami. D'abord à Guimarães et puis contre Caen.
puisque Rolando avait été forfait de dernière minute pour un torticolis, donc on ne savait pas s'il aurait continué comme titulaire ou pas. On s'était dit, tiens, c'est peut-être, ça y est, Abdenour a pris le dessus, c'est lui qui était de toute façon voué, vu de son recrutement, à être le titulaire aux côtés d'Adil Rami. Et puis voilà, contre Bordeaux, c'est Rolando qui a été titulaire, et puis ça a été aussi un des meilleurs joueurs de la partie. Donc finalement, Rolando, il garde sa place. Je vous entends, on a le débat sur qui est plus fort, on l'a fait à peu près 8000 fois, c'est un peu l'éléphant contre l'hippopotame dans la cité de la peur. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça peut poser problème à terme, sachant que un joueur du gabarit d'Abdenour a besoin de rencontres pour enchaîner, pour être performant. C'est d'ailleurs ce qu'il disait pas plus tard que vendredi dernier en conférence de presse. Je vous propose de réécouter l'extrait. Toujours un joueur, il a besoin d'enchaîner les matchs pour être très bien. Ok, je travaille bien physiquement. Au niveau physique, je travaille bien avec les préparateurs physiques, les jeunes de vie est bien et tout. Mais le joueur toujours a besoin d'enchaîner les matchs pour être toujours même à 200%. Là, je joue parfois non. Donc c'est normal parce qu'on est 4 dans l'axe. Tout le monde a besoin de jouer, mais moi j'ai besoin d'enchaîner le match pour être toujours bien. Voilà, alors il pose une problématique. Est-ce qu'on doit se concentrer sur le potentiel, et à ce moment-là Abdenour est peut-être supérieur, donc on se dit on le met en acceptant qu'il soit moyen là, mais pour qu'après à terme il ait un meilleur rendement, ou on privilégie la forme du moment et Rolando, Samir? Étonnamment, Rolando hier, c'est vrai que sur le premier, il a à la rue sur le but. Greg l'avait noté aussi. Sur le premier but, il marche à côté de Préville. Donc tout à fait, ouais. Mais après, je trouve un très bon match. Je trouve un peu sévère avec la défense centrale. Il est très sûr, toujours bien placé. Enfin voilà, moi franchement, il m'a impressionné hier. Bon, impressionné, c'est peut-être un. Oui, voilà, d'un coup. Je l'ai dit. Il a fait plutôt un bon match par rapport à ce que j'attends de lui à la base, parce que j'attends pas grand-chose de sa part. Après, c'est vrai que pour préparer l'avenir proche, finalement, c'est peut-être mieux de faire jouer Abdenour, parce qu'il faut se rappeler que notre ami Rolando, il est en fin de contrat là. Alors voilà, il y a cette problématique aussi. Abdenour, il est prêté pour 2 saisons. Rolando, il est en fin de contrat. Est-ce que ça rentre en ligne de compte dans le sens où Rolando, à partir du mois de janvier, il va commencer à penser un peu à sa situation contractuelle? Est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte, ça, et ça peut finalement jouer des tours à l'OM? Non, je pense pas. Les joueurs sont des compétiteurs. Plus ils sont vus, mieux ça vaut pour eux. Ils sont pas déjà en train de penser à ça. Surtout que le gars, il joue pas à Valenciennes. Le gars, il joue à l'Olympique de Marseille. C'est tout à fait différent. On salue d'ailleurs nos amis de Valenciennes. Soyez forts. Donc voilà, les joueurs ne pensent pas à ça maintenant. Sur le cas Rolando, je suis peut-être très sévère. Je le trouve moyen. Et c'est vrai que je pense qu'Abdenour est capable de faire de meilleures choses techniquement que Rolando ne sait pas faire. Rami revient mieux. Je l'ai vu passer une période difficile, compliquée, un peu lourd. Il commence à être bien. Il était abîmé avec son épaule, sachant que l'épaule, c'est quand même dans le gestuel, c'est très important pour un footballeur. La coordination de geste haut et bas, l'épaule fait pour dribbler, pour avancer, et je le sentais gêné. Je pense que ça va beaucoup mieux. Et un Abdenour à son côté, un Amavi côté gauche. Voilà, bon, vous saviez ce que je pensais de Evra, Rolando. Je pense qu'un Abdenour Amavi, ça apporte une touche technique beaucoup plus intéressante maintenant, à mon avis. Mais alors du coup là, cette situation aussi, c'est peut-être que Rolando est bien en ce moment parce qu'il est poussé par un Abdenour. Il sait que si il se relâche, Abdenour est derrière. Et cette situation, elle peut aussi évoluer parce qu'Abdenour, il peut lâcher. À force d'être remplaçant, ça peut arriver, ça aussi, Greg. Oui, alors après, si il bosse bien avec les préparateurs physiques, comme il dit, ou non, il va avoir aussi avoir envie de jouer. Donc je pense qu'il va avoir une discussion avec Rudy Garcia, savoir est-ce que je suis venu pour faire quelque chose ou rester sur le banc. Moi, je pense que son objectif, c'est quand même de jouer pour se relancer et puis et repartir. Et puis, donc il y a des choses à faire avec ce joueur. Parce que la Tunisie est en rappel qualifié pour le mondial 2018 et il se voit pas du tout comme un titulaire indiscutable. On sent qu'il y a un peu cette peur aussi chez lui de rater le wagon, ce qui semble invraisemblable parce que c'est un des visages phares de la sélection. Mais c'est vrai que s'il est remplaçant, ça peut se poser. C'est un levier de motivation supplémentaire du coup. Donc non, je pense pas qu'il lâchera. Je pense pas. Donc c'est un problème ou pas, Max? Du tout, parce que je pense aujourd'hui que Rudy Garcia, il est totalement dans la gestion de sa charnière centrale. Pour moi, Rami, il se détache des deux autres, c'est évident. Après, Abdenour, il a joué les 2 derniers matchs.
Donc si tu refais jouer Abdenour là à Bordeaux, alors qu'effectivement il y a une concurrence avec Rolando, ce que tu nous expliques pour Abdenour, ça marche aussi pour Rolando. C'est-à-dire que derrière Rolando va se dire bon c'est bon, je suis au placard, je joue plus. Ce qu'on disait c'était que tant qu'à favoriser celui qui a le plus gros potentiel, et ça semblait être Abdenour. Mais le problème c'est que là tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as un match tous les 3 jours, c'est-à-dire que dès jeudi, je peux te certifier qu'Abdenour il va jouer. Donc de toute façon, on aura une partie ça va tourner et derrière il va, à mon avis, il est dans la gestion totale. Et par contre, à partir du mois de janvier-février, si tu commences à avoir un peu moins de rencontres, si malheureusement tu as été éliminé d'une coupe ou autre, là il va faire un choix. Mais pour l'instant, il va essayer de concerner tout le monde, tout son groupe, un maximum de temps, et il va faire tourner au niveau des défenseurs centraux. Alors messieurs, on termine cette partie avec un petit jeu. Vous allez voir, c'est pas évident. Vous l'avez vu dans la séquence, lorsqu'il évoquait cette situation, cette concurrence à l'Olympique de Marseille, et même Denour disait on est 4 défenseurs centraux du même niveau. Je vais vous demander de nommer le 4e. Parce que personnellement, je trouve que c'est pas évident. Samir. Tu veux dire qu'il parlait de... De qui parlait-il ? Monsieur Duban, c'est ça ? Voilà, parce qu'il parlait de Rami, j'imagine, de lui-même et de Rolando. Qui est le 4e ? Normalement, c'est Grégory Sertic. Normalement. Est-ce que quand il a fait la conférence, Camara était déjà blessé ? Il savait déjà. Oui, alors c'est que Sertic. Sertic qui était blessé aussi. Messieurs, pour vous, c'était Sertic ? Il a dit de même niveau. De même niveau, c'est ça qui est un peu choquant. Mais... Soit il est très gentil, soit il est sympa avec ses coéquipiers. C'est quoi, ça peut pas être Doria selon vous le 4e ? Peut-être, je devrais caler Doria. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il pense à non, mais si c'est ça, c'est sûr. C'est Doria. Oui, je pense aussi. Je l'avais oublié. J'avais oublié qu'il avait dans l'effectif. Oui, il pense peut-être à Rani Berbachi, il sait pas si ou il est défenseur central de formation. On passe à la partie suivante et on va regarder un peu l'Olympique lyonnais. Sur les 2 derniers mois de compétition en Ligue 1, je parle bien de la Ligue 1, il y a eu 7 matchs. L'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais ont eu le même nombre de points, 15 sur 21 possibles, 4 victoires, 3 matchs nuls. Voilà, ça se poursuit là sur cette journée puisque Lyon n'a pas réussi à vaincre Montpellier à domicile 0-0. Et puis donc l'OM a fait un match nul sur la pelouse de Bordeaux. Les deux équipes sont sur... Lyon a marqué plus de buts, surfe quand même sur une dynamique très positive. Est-ce que cette équipe de Lyon vous fait peur ? Et puis surtout, je vais vous demander... est-ce que ça a une importance ? Parce que ce qui m'a choqué un peu, c'est pendant le début du match, on nous disait c'est l'occasion ou jamais de faire une très bonne opération au classement. Et moi, j'ai toujours un peu de problème avec des très bonnes opérations à la 13e journée. Pour moi, ce qui compte, c'est on va dire, dans le sprint final. Est-ce que pour vous, ce rush et cette course-là avec l'Olympique lyonnais, elle a une importance ou pas ? On sait que les deux équipes vont se rencontrer à la mi-décembre. Max ? Oui, ça a forcément une importance. Ça a forcément une importance. Et là où je suis pas trop d'accord avec ton raisonnement, c'est que si tu as un point de plus quand tu vas à Lyon et que tu perds à Lyon, mais tu es toujours dans le coup. Alors que si tu as 2 points de moins, par exemple, quand tu vas à Lyon et que tu perds à Lyon, tu commences à être à 5 points. Et là, je vais commencer à t'expliquer parce que 5 points, ça fait beaucoup et qu'il va falloir beaucoup de matchs où toi tu gagnes et où ils gagnent pas. Donc, il vaut mieux être toujours, je te réponds par l'absurde, mais il vaut toujours mieux être devant plutôt que d'être 1 ou 2 points derrière. Tout simplement parce qu'à un moment donné, t'as plus de joker, quoi. Voilà. Donc, là, je pense qu'effectivement, alors c'est pas grave, effectivement, qu'on ne soit pas revenu, surtout que ça, c'est le calendrier de Lyon. C'est ça. Jusqu'à le calendrier de Lyon et le calendrier de l'Olympique de Marseille, voilà, vous le voyez. Voilà, donc s'afficher on était à jusqu'à la confrontation entre les deux équipes qui sera au Vélodrome. On était à 7 matchs chacun, donc forcément à la moyenne anglaise je te dirais que c'était pas logique, donc il faut passer à 8 matchs, donc on verra ce qu'ils font à Nice, on verra ce qu'on fait contre Guingamp, et à ce moment-là déjà on pourra tirer voilà, je vous ai dit une ânerie, le match ce sera au Groupama, je crois, Stadium. Samir, ça te laisse un peu perplexe ce calendrier Mais moi je me méfie beaucoup des équipes contre lesquelles on va jouer. Montpellier c'est très compliqué et je les ai, comme j'ai un joueur à mon petit gazon, je les ai regardés contre Lyon et c'est un bloc défensif très dur à contourner. Metz, le match piège par excellence, ça sera un match en milieu de semaine, il me semble. C'est ça, un mercredi. Voilà, donc milieu de semaine. Ils mettaient plus un pied devant l'autre et là pour le coup ils ont changé d'entraîneur. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont fait bon match quand même. Donc
Bon, Guingamp, je ne vois pas perdre contre Guingamp. Je me méfie. Franchement, je me méfie. Bon, ce qui serait bien, c'est d'arriver avant le Lyon-OM en n'étant pas trop loin, quoi. Même devant. Mais devant, on aurait dû y être déjà hier. Oui. Donc, Alors ça, après, il faut voir aussi sur leur calendrier à eux s'il va avoir quelque chose. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont 2 matchs à l'extérieur d'affilée comme nous. Donc c'est quand même assez rare pour le souligner. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux peut-être... Et pour eux, ça leur fera 3 déplacements puisque ce ouais. match d'Europa League entre. Atalanta. Et ils sont, parce que là aussi ça a son importance, comme nous, seront sûrement concernés jusqu'à la dernière journée. Il n'y aura pas la tentation de mettre totalement l'équipe B... pour le match à Bergame. Il y a une question de Zako sur Twitter. Qui est pour vous le plus affaibli, l'OM sans Luis Gustavo ou Lyon sans Fekir? Alors, on a un ami qui a Luis Gustavo et Fekir dans son équipe à Montpellier-Gazan. Ça l'a pas empêché de gagner, mais bon, en même temps, il joue contre Samir, c'était facile. Ouais, je trouve, offensivement, là, c'est Lyon, pour le coup, qui est quand même diminué quand ils n'ont pas Fekir. Nous aussi, clairement, sans Luis Gustavo, c'est sûr, mais pour l'aspect offensif, je donnerais avantage à Lyon quand même. Si on peut échanger un joueur, on va faire du MPG. Si on peut échanger un joueur de notre effectif contre Fekir, est-ce que tu échangerais, tiens Jacques, Gustavo contre Fekir? Ah non, Gustavo contre Fekir. Non, Payet contre Fekir. Les gens qui jouent ne sont pas, ils vont pas dire oui. C'est trop facile ça. D'accord. Il faut rajouter un autre joueur. Il faut faire. Gustavo contre Fekir. Oui, je prends Fekir. Oui, parce que offensivement, il m'apporte beaucoup de solutions sur les coups de pied arrêtés. Gustavo, il m'apporte défensivement, mais offensivement, c'est un peu moins performant que Fekir. J'ai vu l'Olympique lyonnais contre Montpellier sans Fekir, ça fait peur. J'ai pas vu. Et avec Maxwell Cornet, faut peut-être aussi rétablir. Ils n'avaient pas mis Traoré non plus. Oui, mais ils ont rien mis, ils ont été inexistants. Quand tu vois le match de Saint-Etienne, c'est Fekir, il est au carrefour de tous les coups. C'est l'âme de Lyon. Sans Fekir, Lyon, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que nous, si on a la chance qu'il se petite blessure, pas grand chose. Une suspension plus lourde, après tout. Une grippe, faisons les choses. Non, c'est vraiment donc une équipe avec Fekir, donc on le verra dans la confrontation. C'est pour ça que ça me faisait bien rigoler hier quand j'entendais plusieurs consultants et même d'ailleurs quelques collègues qui disaient c'est quand même hallucinant que quand on parle de l'OM on dit s'il manque Gustavo c'est pas la même équipe. Et oui, mais tu peux le faire le constat pour beaucoup de clubs. Et la preuve avec Fekir à Lyon. Tout à fait. Ça, voilà. Et puis comme Falcao à Monaco cette année, l'année passée, s'il manquait Falcao, bon c'est pas grave, Mbappé, Bagayoko, Mendy, machin. Là cette année, sans Falcao, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je pense que Koto, voilà, il y a des clubs comme ça, c'est très compliqué. On enchaîne, messieurs. On va se diriger gentiment vers l'Europa League et on va regarder un peu ce qu'ont fait les adversaires de l'Olympique de Marseille ce week-end. Konyaspor, Salzbourg, Guimaraes, c'est des noms super sexy. Vous commencez à en avoir l'habitude. Ça égaye vos jeudis soirs. Ce sont les adversaires de l'OM en phase de poule de cette Europa League. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce week-end alors que la poule va reprendre ses droits pour le compte de la 5e journée déjà? Eh bien, sachez que le Red Bull Salzbourg a gagné 5-0 contre Sturm Graz. Alors, on a un petit problème de droit du coup, vu que 5-0, ça a été quand même un truc un peu fou. Et une surenchère autrichienne, on n'a pas les images, je vous le dis. Konyaspor ont fait un partout contre Antalyaspor, le fameux club de voilà, le club qu'on appelle un peu Sciences Po de l'autre côté du Bosphore, avec une égalisation de Samuel Eto'o à la dernière minute. Très beau but de Konyaspor, attention, il va falloir se méfier. Et puis Guimaraes a gagné 2-1 en Coupe du Portugal. Alors c'est très compliqué, eux ils font des Coupes du Portugal le week-end, enfin moi j'ai pas tout saisi. Toujours est-il que voilà, ça sera le calendrier, ce sera les matchs qui attendent l'Olympique de Marseille, avec donc les 2 matchs programmés à 19h ce jeudi. Attention, faites pas l'erreur, on pense que c'est à 21h, on est peinard et puis on allume la télé quand c'est fini.
Salzbourg recevra le Victoria Guimaraes. Donc ça peut avoir une importance, Max, on va en parler en voyant le classement pour la première place du groupe, puisque Salzbourg a toujours 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Ça peut aussi terminer totalement les espoirs de qualification pour Guimaraes. Donc reste ce match à Konyaspor. On le dit, il faut gagner les 2 matchs pour être premier. C'est ça le calcul. C'est ça le calcul. Après, je suis pas certain non plus que si tu finisses deuxième, ça soit complètement catastrophique. Donc, à voir comment se déroulera le match à Konyaspor. Évidemment que si tu peux gagner, il faut gagner. Mais si en fin de rencontre, tu n'es pas serein, je pense que conserver... Un nul, pour toi, c'est pas une catastrophe. Ben, c'est surtout qu'il faudrait pas perdre. Parce que pour le coup, si on fait le raisonnement inverse, c'est que tu te jettes à l'assaut pour gagner et que tu perds, là, pour le coup, tu as de bonnes chances d'être éliminé, quoi. Parce que derrière, Konyaspor ne prendra... un Guimaraes qui sera éliminé, voilà, alors que Salzbourg aura plus 3 points de toi. Et voilà, donc tu pourrais être éliminé après cette rencontre. Après, encore une fois, évidemment, c'est mieux d'être premier, c'est mieux de gagner Konyaspor. Au moins, tu es sûr d'être premier, d'être qualifié. C'est un éclairage. Et après intéressant tu de se fais dire ta qu'au finale final, contre Salzbourg, quoi. Voilà, vraiment le cas là pour l'Olympique de Marseille, c'est vraiment de se dire défaite interdite parce que ça peut être. Alors Romain, je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à se qualifier pour cette Coupe d'Europe là? Est-ce que c'est pas l'année où il faut faire abstraction de la Coupe d'Europe? De Biocel. Parce que moi je crois qu'on a un bon coup à jouer dans le championnat de France. Nice est à la cave. Monaco cette année c'est jouable. Paris Saint-Germain, ok, on le met numéro 1. Mais on ne peut pas faire un numéro 2, numéro 3. On n'a pas les capacités avec un effectif en forme sans Coupe d'Europe. Jacques, alors, on va rentrer dans un long débat, mais juste, des équipes qui finissent en tête, 2e, 3e de Ligue 1, par définition, il y en a une chaque année. Des équipes françaises qui arrivent en finale de Ligue Europa, il n'y en a pas. Oui, mais ça si tu veux... Pas chaque année, en tout cas. Laissons le OM Project arriver dans 2 ans, dans 3 ans, où tu auras un effectif qui a les capacités de faire quelque chose en Coupe d'Europe. Tu le vois aujourd'hui, il n'y a pas un effectif capable de faire le championnat de France, la Coupe d'Europe, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Je pense que c'est pas le moment. Laissons-lui 2 ans, un bel effectif. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi laisser tomber? Ben attendez, on va le voir. On va le voir, monsieur. Ça va être plus simple. On va faire la compo du match de Konyaspor et on va voir un peu les choix de chacun, ceux qui laissent tomber et ceux qui laissent pas tomber, et surtout comment ça se matérialise. Le coach, c'est vous, le coach, c'est nous. Le coach, c'est un peu tout le monde, c'est un peu facile. L'OM, c'est nous, comme la belle formule que tu as l'habitude de contempler au stade Vélodrome, mon cher Samir. Alors, on le précise toujours, on les salue. On précise, il y en a autour de cette table, comme Jacques, qui sont pour sacrifier l'Europa League, on va dire les choses telles qu'elles sont, hein, on n'a pas peur. Et il y en a qui se disent, on va la jouer. Donc, on va voir un peu. Et il y en a d'autres qui pensent, comme moi, que ce n'est pas parce que tu mets une équipe bis que tu vas sacrifier l'Europa League. Donc c'est là où je vous rejoins pas. C'est pas parce que tu vas faire jouer, on va prendre un exemple d'entrée Bounassar à droite que tu envoies complètement... Pour être totalement complet et exhaustif au niveau du contexte, je rappelle qu'à l'issue du match à Guimaraes, donc pour la 4e journée, défaite de l'Olympique de Marseille, je vous le rappelle, au Portugal, Rudy Garcia a dit, on a fait des tests jusqu'à présent, maintenant... On va se concentrer, on a donné leur chance, certains ne l'ont pas saisi, on va se concentrer sur les 2 dernières journées, sur la qualification. Donc ce qui veut dire aussi, pour orienter un peu vos choix, on ne va pas non plus faire des expérimentations à tout va, puisqu'on va chercher quand même l'équipe qui va être alignée jeudi. Au cage, Mandanda, on est tous d'accord? Oui, bien sûr. Très bien. On va passer au poste de latéral droit, Sakai ou Bounassar? Samir? Alors, je veux qu'on le joue à fond. Voilà, parce que je veux qu'on joue toutes les compétitions à fond. On s'est assez cassé la tête l'an dernier pour essayer d'être qualifié, pour ensuite envoyer balader comme ça. Donc non. Comme de vulgaires bordelais. Exactement, contre Vidéoton. Après, sur le poste d'arrière droit, spécifiquement, je mettrais Sarr. D'accord. Voilà, pour reposer un petit peu Sakai.
il ressort des Et deux puis matchs. tu perds pas totalement au Mais change ça va les être le dernières cas prestations de pour, ça. pour beaucoup, tu verras que ça va être le cas, ton discours, pour beaucoup de postes. Donc, Bounassar, tu mettrais Jacques? Moi, je suis déjà contrariant. Je mettrais Pelé, tu vois. Actuellement, je vais peut-être être ce soir le contrariant de service. Mais il en faut. Mais pourquoi? Parce que j'ai trouvé, je connais quand même Steph depuis pas mal de temps, je le trouve un petit peu fatigué. Il y a eu beaucoup de contrariétés. Il a eu une saison éprouvante l'année passée. Je le ferai souffler et je maintiens Pelé. Je me dis, bon, allez, voilà, tu me fais une Coupe d'Europe, on te voit un peu, c'est important pour lui aussi. Il est là, il est motivé, je mettrai Pelé. Voilà. Greg, tu tranches, tu mets quoi? Je mets Ou deux Mandanda, postes? moi. Enfin, c'est pas un poste très physique, on va dire. Ça joue, hein, il y a une pression. Quand Ouais, on mais joue si tu veux, c'est Coupe d'Europe, la mais, pression. ouais, bien sûr, bien on sûr. parle toujours, on Mais pense. on parle de Konya Sport, quoi. On n'est pas non plus en train de dire on joue le Real Madrid, quoi. C'est pas la même Oui, chose. Il y a un long Sauf- déplacement. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est pas pour. J'essaie d'argumenter. Vous êtes Ouais, tous bien sûr, contre bien moi, hein. Quand on fait des matchs, il n'y a pas uniquement le match, il y a l'avant-match, c'est-à-dire il y a le voyage, il y a la mise au vert, il y a l'après-match, il y a le retour. Ah, toi, tu le laisses mais carrément à alors, Marseille. voilà, Moi, je parle j'allais avec te dire, Escalès, Mandanda, tu le prends pas alors. Mais oui, j'essaie de faire un Tu peu le laisses à souffler Marseille. parce que je l'ai trouvé. Parce que le voyage, sinon, on va le faire aussi. Voilà, non mais voilà, je l'ai trouvé fatigué physiquement. Sur son visage, je l'ai vu beaucoup plus joyeux. Là, je l'ai trouvé stressé. Donc, repose-toi un peu. Ça fait du bien à tout le monde, en famille. Et je fais jouer Pelé. Et puis voilà, c'est ma façon de voir. Hein. Ce qui est embêtant dans ce que tu dis, c'est que si on continue par rapport à ce qu'on disait Sakai Bounassar, tu n'envoies pas un message entre guillemets fort à ton équipe si tu fais jouer Bounassar à la place de Sakai. Tu n'envoies pas un message, comme on disait tout à l'heure, pour moi. Je laisse tomber l'Europa League. Si tu fais jouer Pelé à la place de Mandanda, tu envoies peut-être pas ce message non plus, mais quand même, dans l'esprit de tout le monde, on va dire attends, on fait même pas jouer Mandanda, on met Pelé. Bon, Ouais, mais là, c'est là Ça, où même je dans le laisse- côté, c'est là où même je au final partage dans l'esprit pas. de Sarr, c'est-à-dire que Sarr il va se dire je joue vraiment un match de coiffeur, mais- alors que sinon il se dit Oui, j'ai une mais- vraie Non, chance. mais c'est tout cela. Donc, si c'est pour Mandanda, parce que c'est le gardien de but, vous avez cette réflexion. Mais par contre, sur les autres joueurs, vous n'avez pas la Alors on va réflexion. voir. Donc non, parce que Greg, Sarr, Sakai, non, parce Sarr, que tu vois Sarr, quoi? s'il joue et qu'il est encore une fois performant, pourquoi pas, moi je me dis dans l'avenir, pour aller dans ce que tu disais, à un moment donné venir vraiment le titiller, parce qu'on n'y croit pas à Sarr, parce que c'est Bounassar que personne n'y croit, voilà, parce que malheureusement il a cette étiquette, mais à un moment donné, à chaque fois qu'il rentre, il fait quand même ses matchs, quoi. Donc, Moi je me dis, si on gagne ce match, on est qualifié. Donc autant le gagner et peut-être le prochain dire c'est Salzbourg, ils sont premiers, on les laisse premiers et tant pis. Donc moi je me mettrais une bonne équipe. Donc moi je mets Sakai à la place de Bounassar et j'essaie de gagner le match et terminer. Après le deuxième, le prochain qui sera contre Salzbourg, on peut le laisser passer, quoi. Ok, Donc, ça je fait ferai un quand peu même plus une ça. majorité de Sarr. On va laisser Sarr, mais les arguments pour Sakai sans dents. Charnière centrale. Vous tentez quoi? Donc il y en a trois, on va éviter l'identité du quatrième. Rolando, Abdenour et Rami. Est-ce qu'on fait souffler Rami? Est-ce qu'on ne le fait pas souffler? Il était question de le faire souffler à Guimaraes, finalement il a joué. Est-ce qu'on tente du Rolando Abdenour? Est-ce qu'on tente un Rami Abdenour? Rami, je ne bouge pas. Toujours pareil. Donc Rami Abdenour ou Rami Rolando? Je mettrai Abdenour, mais dans la même idée de faire une compo qui laisse entendre que tu laisses pas tomber, mais que voilà, je sors pas Après, Rami. quoi, pas équipe B après. Voilà, je sors pas Rami, mais par contre je mets Abdenour. Ok, Pour faire Rami, tourner ceux qui, à mon avis, ont un niveau équivalent. Rami Abdenour, Greg à Pareil. gauche, Amavi. À ma fille, ouais. Amavi ou Amavi. Kian, on est où d'ailleurs? Tu as pas des petites nouvelles? Mais... Alors écoute, ce qui est génial, c'est que tous les jours il se rapproche Ah voilà. de sa signature de J'ai contrat. entendu ça Alors deux hier. solutions, soit il marche très lentement, soit il part de très loin. Très loin. Mais ça commence à faire beaucoup. D'accord. Les postes milieu défensifs, donc là il n'y a plus beaucoup de choix. Est-ce que c'est Sanson, Luis Gustavo? Est-ce que vous voyez une autre solution? Luis Gustavo déjà, sûr et certain. Et après, bonne question. Zambo? Ouais, j'aurais presque envie de remettre Zambo pour pas le laisser sur ce match. Mais de t'obliger de faire un 4-2, on peut changer le système. On peut mettre sur une équipe comme ça, on peut mettre Luis Gustavo. Seul numéro 6 et faire un milieu en V. C'est D'accord. possible aussi. C'est possible, donc tu mettrais qui en deuxième et puis en Mais là, je numéro mets 10, Luis du coup Gustavo en bas de mon V. En haut à droite, je mets Morgan Sanson. En haut à gauche, je mets le petit Lopez.
Hein, D'accord. je le fais un peu jouer. Donc voilà, on peut mettre Sanson quelque part et puis Lopez en 10 quelque part. On peut mettre Sanson aux côtés de Luis Gustavo et Lopez en 10, même si dans l'esprit c'est pas ça. Enfin, sur les 11 de départ, on y tient. Ouais, parce que ça m'étonnerait quand même avec tout ce qui s'est dit, c'est pas que ce soit impossible. Ça c'est mon idée, j'ai pas dit. Je me dis mais Sanson peut jouer aux côtés de Luis Gustavo, au moins dans le départ, dans l'esprit sur la question c'est Sanson ou Zambo. C'est déjà dans un premier temps, est-ce que c'est Sanson ou Zambo? Greg, Sanson ou Zambo? Moi je mettrais Sanson, il a fait un bon match, je vois pas pourquoi on le sortirait là. D'accord. À gauche, à droite, vous mettez qui? Eh ben, on change pas. Hein. Thauvin. Ocampos Thauvin, c'est vrai que là, il y a les solutions. Ça peut nuise. Il y a peut-être un Clinton NG qui peut sortir. Mais je suis content qu'on en parle. Souviens-toi, mais oui, il avait une crête, là, il faisait des signes à Bastia. Voilà. Non? Si. Et alors, par contre. Moi, je mettrais Germain devant. Ouais, ça on peut. Donc Germain avec Lopez en 10 ou voilà, on regardait, c'est malin, on vous prépare le terrain pour une association Germain-Mitroglou ou est-ce qu'un Lopez-Germain? Vous préférez quoi? Ou est-ce qu'un Germain NG aussi? Est-ce qu'un Germain NG? Et moi je mets Lopez, je lève Ocampos, je mets NG et je mets Germain. Je fais un peu jouer tout le monde. Ils ont le droit de jouer NG, excusez-moi, mais donc NG côté gauche. Il a quand même après Ocampos, il peut le remplacer. Et Lopez en 10. Oui, mais il est puni. Mais voilà, mais à un moment donné, il faut faire jouer les joueurs parce que c'est caprice. Là, il l'a puni parce qu'il est arrivé en retard, puis après il a mis titulaire. Ce genre de. Voilà. Je pense, je suis pas informé, mais je pense que c'est pour ça. Ocampos était quand même bien fatigué, j'ai trouvé à Bordeaux. Donc pour le coup, le remettre on peut encore. remplacer Ocampos par NG. Ouais. Allez. D'accord, on va remplacer Ocampos par NG. Greg, toi, alors on a eu l'avis de Jacques qui fait vraiment tourner, il l'a dit, il ne s'en cache pas. Toi qui es vraiment sûr, je veux gagner ce match à Konya Sport, tu mets qui? Je mets Germain Mitroglou. Germain Mitroglou. Donc voilà, ça ferait NG Germain Mitroglou. Pourquoi pas? Pourquoi pas avec Sanson Luis Gustavo. Après c'est dommage parce que du coup on se prive enfin on se prive, c'est pas que je sois un fan absolu de Maxime Lopez, mais dans la logique de me dire il y a des joueurs qui jouent pas beaucoup, il faut bien de temps en temps essayer de les faire jouer, moi je mettrais effectivement Maxime Lopez en 10 et Germain devant. Et encore une fois avec les prestations de Mitroglou, je suis pas sûr que quand tu mets Germain devant et pas Mitroglou tu perds au change. Là l'équipe comme elle est là, alors si on met Lopez en 10 ou même si tu mets Mitroglou, c'est très intéressant au final parce que ce débat ça nous amène à nous dire que au final peu importe l'équipe que tu alignes, grosso modo à quelques joueurs phares clés comme Luis Gustavo bien évidemment, tu es quasiment sur une équipe de même niveau. Et surtout il y a un joueur qu'on n'a pas évoqué là. Oui. C'est le capitaine. Eh oui. Ah, Dimitri Payet, c'est vrai. C'est bien vu. On ne le met absolument pas. Oui, parce que il est pas oui, parce que dans notre tête, c'est clair, il a réellement besoin de souffler. On s'est tous rendu compte qu'il est sorti à Bordeaux et qu'il avait besoin de souffler. J'en vois un autre aussi, Mitroglou. Tu as fait le voyage en Grèce, tu as eu la blessure. Moi, je pense pas qu'il va jouer Mitroglou. Repose-toi, fais-moi une préparation. En Turquie. C'est peut-être pas non plus une bonne idée de lui faire le voyage. Il faut penser aussi à ces paramètres. On passe, messieurs, maintenant à la partie questions-réponses. Les questions-réponses avec forcément des petites questions, je pense, qui vont arriver pour Grégory Rota, le créateur de la célèbre application Mon Petit Gazon. Faites-vous plaisir aussi à ce niveau-là. Question au sujet de Kerbrad, voilà. Sa note a augmenté, donc des buts MPG doivent être annulés. Vous vous en occupez. Sachez, je vais pouvoir répondre là-dessus, mais il est arrivé en avance, il a sorti son petit PC et il a modifié justement parce que, alors je t'explique Max, parce qu'en fait le but de Kerbrad qui était annoncé hier comme un but contre son camp, en fait était accordé au joueur d'Angers. Donc du coup, comme il n'est plus en but CSC, ça change la donne au niveau des scores et il y en a beaucoup qui pensaient avoir gagné ou perdu et puis que situation inverse, ça change rien pour toi Samir. Tu as perdu. Non mais voilà. j'ai une autre ligue. voilà. C'est comme les mecs qui supportent deux clubs dans un même championnat. Non, sur l'autre ligue, du coup on a annulé son but. Et j'ai quand même perdu. Voilà. C'est super. Faut se faire une raison. Ouais, c'est ça. Il y a des week-ends, ça va pas, c'est comme ça. Après, on fait quelques week-ends là quand même. Ça a l'air intéressant, mais tu es combien au classement? Tu es dernier ou... Non, il a battu les deux premiers de son championnat, mais j'ai démarré en trombe et puis.
C'est Dilo. Vu les performances du milieu sans Gustavo, pensez-vous qu'il faille recruter un autre 6 au mercato d'hiver? Oui. Ah bah tiens, est-ce qu'il y a un joueur de Ligue 1, parce que du coup tu les connais tous, hein, très bien, est-ce qu'il y a un joueur de Ligue 1, un nom comme ça qui paye pas de mine, qui pourrait venir à l'Olympique de Marseille? J'en ai un Dimitri Liénard par exemple de Strasbourg, qui est un mec qui paye vraiment pas de mine, et qui accepterait d'être remplaçant et puis de rentrer, parce que c'est ça aussi. Si on veut envoyer le Champions Project, faut aller chercher. Voilà, je précise. Parce que beaucoup par exemple se disent eh ben oui voilà, on n'a pas recruté William Vanker, c'est un scandale. William Vanker, si c'est pour le sortir de la boîte les 3 matchs où Luis Gustavo est venu, tu peux même lui quadrupler son salaire et il n'aurait pas signé. Donc il faut voir aussi ce paramètre là en ligne de compte. T'as un titulaire. Après ils auraient pu jouer ensemble, hein. Il peut très bien prendre le poste de Zambo. Il allait moins de l'avant quand même. Peut-être que dans ce cas-là, si tu as vu Vainqueur, on ne le saura jamais, mais tu aurais ton 4-3-3 rue Marché et voilà. Là, aujourd'hui, si on recrute un numéro 6, on parle d'un renfort. Donc un renfort, il faut qu'il soit au moins aussi bon qu'Anguissa, que Zambo. Ou qu'il ait un profil différent. Et donc tu changes ton système, tu fais plus de 6. Tu peux mettre de 6 avec pas forcément de bûcheron, quoi. Est-ce que vous avez un nom d'un profil, voilà, comme l'a dressé un peu Jacques, quelqu'un qui renforce quand même ce secteur-là, donc qui est un peu un Zambo en plus fort, entre guillemets. Voilà. Moi j'irais voir des équipes qui performent pas alors que l'année dernière ont été tout en haut du classement avec des joueurs. Est-ce que tu penses avec des maillots rouges et noirs, avec des joueurs fabuleux qu'on pourrait leur piquer peut-être international ivoirien, des prénoms composés, te disant que tu n'aurais jamais pu l'avoir et que là tu arrives, tu mets le paquet, tu le prends et tu l'as dans ton équipe pour quelques années. Ouais, je pense que Rugg dit ça déjà, il veut savoir l'enveloppe pour voir s'il a recruté, savoir le montant. C'est comme si demain on va acheter une voiture, est-ce que je vais acheter une Mercedes, une machin, ou si je vais chez Renault, je veux savoir l'enveloppe et je vais pouvoir. Et donc pour être concret, si on peut le prendre, Jean-Michel Seri, on y va, Jacques? Ah ben bien sûr, c'est essentiel, Jean-Michel, c'est totalement différent. Gustavo, Jean-Michel Seri, c'est pas mal quoi. T'es serein quoi. Derrière il peut. Je pense pas que Nice va le lâcher. Mais je pense que s'il le lâche, ils ont une grosse crise avec l'entraîneur. Non mais s'il le lâche, il y a un énorme chèque à faire aussi, hein. Je pense que 40 millions. Je pense. En même temps, la crise avec l'entraîneur, ils vont peut-être l'avoir sans ce départ-là, vu leur dynamique actuelle. Qui est pas super positive. Mais ils vont battre Lyon, je suis sûr là. Bon, moi je suis pas si sûr. Je pense que Nice est sur vraiment un moment. Là, je les vois jouer le même contre Dijon. Ils ont gagné à 0. Ça a été compliqué. Tout est devenu compliqué à Nice. Parce que vous dites il veut pas lâcher et vous avez raison. Ils veulent pas le lâcher. Mais après lui, le joueur à un moment donné. C'est de toute façon le jour et la nuit avec ce qu'il a fait. Ce que tu peux faire, c'est prendre des joueurs qui en vue de la Coupe du Monde, ont envie de se montrer, qui sont un peu sur le banc dans d'assez grands clubs. Aussi. Voilà, la limite, ça serait peut-être un coup à jouer en prêt. Thibaut, 1354, a-t-on perdu le Maxime Lopez de la saison dernière? Il est rentré en jeu, ça n'a pas été une franche réussite. Ce qui m'a le plus chagriné dans la rentrée de Maxime Lopez, c'est le fait qu'il ait pris aucun risque, quoi. Parce qu'en fait, ce qu'on a oublié de préciser sur Zambo aussi, c'est que hier, il se retrouve du coup dans une position où il se dit les derniers matchs, je récupère les ballons et je passe. Ouais. Je passe directement à Gustavo, et je fais le travail qu'on me demande. Je récupère. Là, il a commencé peut-être à se dire bon, mais là, il faut que je fasse plus parce que j'ai pas l'autre côté. Donc, et c'est un peu ce que je reproche aussi à Maxime Lopez, c'est que quand il rentre, hier, tu te dis, il faut qu'il trouve il a fait que des passes latérales. Ouais, après le premier ballon qu'il prend, il essaye de dribbler et il se fait ramasser d'entrée. Donc, Max, il l'a toujours fait. Les passes latérales, peut-être un peu plus cette année. Moi, ce que je pense, c'est qu'en France, on ne s'abrite pas assez sur les préparateurs mentaux. L'année passée, je vais vous dire ça, ce ne sont pas des mystères, mais l'année passée, il y avait Julien Lopez, que l'on a connu à Consola, qui est le grand frère et qui lui apportait beaucoup plus que ce qu'on croit. Dans tout, dans les sorties, dans l'équilibre familial. Julien, c'est son grand frère. Moi, j'ai eu Julien à Montpellier. Au départ, le petit... Oui, formé, c'est avec Benjamin Stambouli. Voilà. Tout ça, Maxime, c'était le petit tout qui rêvait de son frère. Ça a toujours été son grand frère. Et donc, il l'écoutait énormément. Aujourd'hui, son grand frère, il n'est plus là. Et le petit, il se retrouve quand même... C'est pas facile d'être à l'Olympique de Marseille. Le grand frère, il lui faisait beaucoup de boulot. Donc, je pense que Maxime, il lui faut quelqu'un qui l'aide à passer ce
ce cap, parce que il est quand même à l'Olympique de Marseille. C'est quand même une machine de guerre. La médiatisation, les supporters. Donc il faudrait qu'il prenne quelqu'un qui puisse l'aider à franchir le cap pour pouvoir effectivement donner tout son talent. Ouais, mais au niveau confiance, Maxime Lopez, quand il rentre dans cette équipe l'an passé, tu sens que tu lui donnes des responsabilités, que tu donnes. Là aujourd'hui, où c'est très compliqué. De toute façon, depuis le recrutement de Payet. Mais là où c'est très compliqué pour lui, c'est qu'à un moment donné, je suis sûr qu'au fond de lui, il se dit, mais je sers à faire des bouts de match. Il doit même lui se dire, je vais pas pouvoir m'imposer dans ce 11 là. C'est là que le préparateur mental, bon, je peux pas citer des noms parce que ça c'est. Non, mais citons ce nom-là. Tiens. Je parle des joueurs qui en ont eu besoin et pas des moindres. Parce que un joueur, c'est un être humain. Il y a des problèmes extra-sportifs, des problèmes familiaux qui sont là au quotidien. Le préparateur mental, il est capable de te faire passer ce cap-là, de te redonner confiance, que ce soit dans la boxe, que ce soit dans l'athlétisme. Souvent, les compétiteurs ont un préparateur mental qui les aide à se surpasser. Mais on va pas le mettre au fond du trou s'il écoute l'émission. Mais tu penses que sincèrement, aujourd'hui, toi, tu verrais un Maxime Lopez titulaire dans cette équipe de l'OM aujourd'hui? Non. Alors ça rejoint pour le moment, ça rejoint l'observation de Régie qui est tout à fait judicieuse, qui dit au final l'équipe est peut-être devenue plus forte, et c'est le symbole aussi de ça, à travers ce joueur-là, que l'équipe est devenue plus forte, et donc là où il avait une place l'an dernier, il l'a moins cette saison. C'est aussi un mécanisme qui s'enclenche. C'est difficile d'être en confiance dans ce cas dans ce sens. Mais chaque fois qu'il rentre, il n'est pas aussi performant que les années précédentes. C'est un joueur qui doit être et puis il faut qui doit être titulaire là où il est passé. On en discutait la dernière fois. Il a monté des étages sans passer dans les paliers. Il a pris l'ascenseur. Il aurait fallu qu'il prenne les escaliers avec les paliers, comme tous les joueurs professionnels doivent passer. Il est allé trop vite. On en a discuté. On parle déjà de Barcelone. C'était. On voit bien ce qui s'est passé avec Ousmane Dembélé, que j'ai eu la chance de connaître, qui est arrivé à Barcelone, qui craque, s'est blessé. C'est pas pour rien. On parle d'ascenseur, ce qui nous donne quand même l'occasion de saluer Romain Herring qui m'a laissé l'émission. Oui, alors je salue Romain Herring parce que c'est la seule personne que je connais qui prend l'ascenseur pour monter un étage. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. On l'embrasse. Nicolas Nion sur Facebook. Tu préfères Mitroglou va mettre 30 buts dans 2 ans en championnat sûr, ou bien cet hiver McCourt nous achète Giroud? Voilà. Et McCourt nous achète Giroud et il met 30 buts l'année d'après. Non, tu connais la règle du tu préfères, Max, c'est soit l'un soit l'autre. Eh bien oui, mais Giroud mettra 30 buts. Donc, Giroud, tu penses qu'il met 30 buts quoi qu'il arrive? Je sais pas, mais je veux te dire par là qu'il en mettra pas 5 à mon avis Giroud. Hein, donc s'il en met pas 30, il en mettra un paquet quand même déjà. Giroud maintenant. Giroud. Attention quand même, c'est pas pareil. Ouais, Giroud. Je vais être... je suis le contrariant de service. Je préfère Mitroglou. C'est bizarre parce que tu nous as dit que tu préfères Mitroglou à Giroud. Ça me montre. Tu nous as dit que Mitroglou ça me montre nul. Ça veut dire que j'aime pas Giroud. Nul quoi. T'aimes pas Giroud. Alors là, c'est d'accord. Là aujourd'hui, comment on peut mettre Giroud à la place de Benzema? Ça, il faut qu'on m'explique. Ça m'était insupportable. Ce qu'on m'a fait voir Giroud en équipe de France, c'est abominable. J'arrive pas à adhérer à la méthode de Giroud. C'est un plot. Effectivement, il est grand dans l'orientation, c'est tout. Mais j'y vois rien de bien, moi, Giroud. Non, j'ai pas besoin de lui dans mon groupe. Je garde mon Mitroglou qui va peut-être s'améliorer. Il est moyen, peut-être moyen de plus. Voilà. Après, sur la fin de saison, on aura envie d'avoir un mec qui met des buts quand même. Donc, ouais, mais Giroud, j'ai pas sûr qu'il en mette. Donc Greg, si Giroud ici la MPG, moyen de l'avoir l'option prioritaire, voilà. C'est sympa. Merci, c'est la fin de ce talk show. Merci à tous. On va devoir filer vite parce que la rue va être envahie par les pros Benzema et les pros Giroud. Là, on a lancé un débat et on sait que généralement, quand tu lances ce débat-là, il y a des centaines de personnes. C'est la fin de The Dark Knight. Là, il y a tout le monde qui arrive. Ça va être terrible. On va donc devoir filer. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi pour le prochain talk show, sachant que bien sûr jeudi, il y aura le match de l'OM à Konya Sport, à Konya, pour être précis, une région du monde, ma foi, bien sympathique, où l'on ne se rendra pas. Quand même, 19h, voilà, 19h, rappelons surtout l'horaire. Salut à tous.